Bonjour et bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, j'ai été psychothérapeute et je suis maintenant coach de vie. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 67. Le deuil, comment le vivre, comment l'accompagner. Aujourd'hui, à la demande de plusieurs d'entre vous, on va donc parler du deuil. Quand on parle du deuil, on parle de la perte. La perte de quelqu'un ou la perte de quelque chose. Comme la perte de la santé, ou se trouver handicapé suite à un accident, ou la perte de son emploi suite à un licenciement, la perte de son entreprise suite à une faillite ou une revente, la perte de son rôle quotidien de parent lors du départ des enfants de la maison, ou les multiples pertes qu'on a à traverser dans le cas d'un divorce. Tous ces événements de vie nous font vivre des pertes plus ou moins importantes et nous font traverser un processus de deuil. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler du deuil de quelqu'un. Mais il y a des éléments qui pourront être utiles si tu as à gérer un autre type de perte. La mort et la perte font inévitablement partie de la vie. Tout le monde est susceptible de vivre des deuils dans sa vie. Mais ça n'en est pas moins une épreuve extrêmement douloureuse à traverser et ça peut affecter tous les domaines de ta vie. Il y a la douleur de l'absence de l'être aimé, l'absence physique, la douleur de devoir renoncer à un avenir qu'on avait imaginé et qui n'aura pas lieu. Il y a aussi comme une part de notre identité qui semble être remise en cause. Être parent dans le cas de la perte d'un enfant, ou être une femme ou un homme dans le cas de la perte d'un conjoint, être fils ou fille quand on perd un de ses parents. C'est une épreuve qui peut nous ébranler extrêmement profondément, quel que soit notre âge et quelle que soit la personne qui disparaît. Et bien que ce soit une épreuve que nous sommes tous amenés à vivre à un moment donné, il y a beaucoup de tabous et de fausses croyances sur le deuil. Ces tabous et ces fausses croyances peuvent entraver le processus du deuil. On va donc en parler dans une première partie. Puis, on va voir comment faire pour vivre le deuil du mieux possible et quelles sont les différentes tâches à accomplir lors du travail de deuil. Et enfin, on verra comment se comporter avec quelqu'un qui traverse un deuil. Alors d'abord, quand on parle de deuil, de quoi on parle ? La perte de l'être cher crée une blessure. Et le processus de deuil, c'est le processus de cicatrisation de cette blessure. Il y a une part qui se fait à notre insu, qu'on ne maîtrise pas. On va l'appeler le processus de deuil. Il s'agit d'accepter cette part qui nous échappe. Et il y a une part active, qu'il s'agit d'entreprendre, et qu'on va appeler le travail de deuil. C'est intéressant d'avoir quelques clés pour éviter d'entraver le processus de cicatrisation du deuil et faire plutôt en sorte de le faciliter. Et pour pouvoir faire aussi son travail de deuil dans les meilleures conditions possibles. Pour éviter d'entraver ton processus de deuil, la première chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est que chaque deuil est unique. Il y a une infinité de paramètres qui expliquent ça. Les circonstances de la mort, si la personne fait partie de notre quotidien physiquement ou pas, notre degré d'attachement, notre culture, notre personnalité, l'histoire de notre rapport à la perte, la façon dont nous sommes soutenus par notre entourage. Il faut donc s'attacher à lâcher toute forme de jugement vis-à-vis de soi-même quand on traverse un deuil. C'est inutile de se reprocher de trop pleurer ou pas assez. Il n'y a pas une bonne manière de vivre son deuil. Évitez aussi de faire des comparaisons, d'établir des hiérarchies de la douleur, du style « je ne devrais pas être aussi triste d'avoir perdu mon mari alors que machin a perdu son enfant dans des circonstances tellement tragiques. Je ne devrais pas être en colère contre lui alors qu'il est mort. » Au cours d'un deuil, tu traverses ou pas certaines émotions. Et c'est comme ça.
Plus tu accueilleras ces émotions sans jugement, plus tu permets à la formidable intelligence de la vie de faire son œuvre de cicatrisation. Parfois, on pleure assez peu, parce qu'au fond, on a commencé le processus de deuil avant le décès de l'être cher, parce qu'il était malade depuis longtemps, par exemple. Pour certains, il est plus facile de travailler. D'autres ont envie de prendre 2 semaines de congé. Il n'y a aucun reproche à se faire par rapport à ça. Quand des parents perdent un enfant, chacun d'eux vit le deuil de façon différente. Le chagrin est tellement unique pour chacun. C'est une expérience si personnelle. Il y a toute une part de la facilitation qui consiste simplement à laisser être ce qui est, à se laisser vivre les choses comme on les vit, sans accumuler tout un jugement inutile sur nous-mêmes qui transforme la douleur en souffrance plus vive encore. Je t'invite au contraire à faire preuve d'une infinie bienveillance vis-à-vis de toi-même. Ce que tu vis est très difficile, alors sois doux avec toi-même. Sois à l'écoute de toi, de tes vrais besoins, et laisse être ce qui est. Parfois, on a une mauvaise compréhension des étapes du deuil qui sont assez connues, qui sont le fruit du travail de Kübler-Ross. Ces étapes, c'est le déni, le fait de ne pas vraiment y croire pour le moment, la colère contre la personne disparue, contre soi-même ou quelqu'un d'autre, ou contre les circonstances de la mort ou contre Dieu. La phase de marchandage, c'est une phase pendant laquelle on négocie avec le réel. Ah, si seulement j'avais fait ceci ou cela, et s'il n'avait pas fait ça. La phase de dépression, pendant laquelle on ressent un chagrin très intense, et puis l'acceptation, où la réalité de la perte est comprise et acceptée et où on parvient à revivre. On croit parfois qu'on est censé traverser les choses de façon linéaire, une étape après l'autre, et que si on saute une étape, c'est pas normal. En fait, c'est pas le cas du tout. C'est différent pour chaque personne et chaque deuil. Et en général, on est ballotté entre ces différents états, on fait des allers-retours. Ce qui me semble très utile, c'est de chercher à ne pas entraver, mais au contraire faciliter le processus naturel de cicatrisation du deuil, et de s'atteler, quand on s'en sent capable, à entreprendre le travail de deuil. C'est ce dont on va parler dans cette deuxième partie. D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faciliter le processus naturel de cicatrisation du deuil ? Quand on a perdu un être cher, le stress est intense et notre énergie vitale est détournée par l'inconscient pour cicatriser la blessure psychique. Ça a souvent des conséquences physiques sur nous, troubles de l'appétit, du sommeil, épuisement, infection. Pendant une période plus ou moins longue, la capacité à utiliser la partie la plus élaborée de notre cerveau est considérablement réduite. On se sent dans une espèce de brouillard. Notre cerveau nous protège d'une prise de conscience trop brutale de l'énormité de ce qui vient de se passer. Il s'agit d'accepter cet état-là. Et ce que je te suggère, c'est d'essayer autant que possible d'aider ton corps en ayant une bonne hygiène de vie. Dormir suffisamment, bien manger, maintenir une activité physique. Tu peux trouver aussi beaucoup d'apaisement par la méditation ou en faisant du yoga, du tai chi chuan, du qigong. La pratique de la cohérence cardiaque peut aussi beaucoup t'aider. Tu peux utiliser l'application gratuite Respirelax pour la pratiquer 3 fois par jour. Je t'invite à prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, de ton apparence physique. Aller faire des massages, ça peut te faire aussi beaucoup de bien. Et puis, alterner des moments de solitude et des moments avec les autres, en respectant ton rythme, en étant à l'écoute de toi. Toutes ces choses vont permettre de faciliter le processus naturel de deuil. Et quand tu te sentiras prêt, il va aussi s'agir d'entreprendre le travail de deuil, c'est-à-dire d'engager une démarche consciente et volontaire pour accompagner le bon déroulement du processus de deuil. On dit souvent que le temps fait son œuvre, mais ça n'est pas complètement vrai. Il y a des gens qui, 20 ans après le décès de quelqu'un, sont toujours en pleine souffrance. Il y a 5 tâches fondamentales dans le travail de deuil. Elles ont lieu en même temps, sans ordre chronologique. Ce qui compte, c'est de te dire que ça prendra le temps que ça doit prendre,
mais que tu es sûr que tu y arriveras et qu'à un moment, tu retrouveras ton équilibre, ta joie de vivre et un sens à ta vie, sans pour autant trahir la personne décédée. Et bien sûr, il ne s'agit pas non plus de te concentrer uniquement sur ce travail de deuil. C'est important aussi de faire de l'espace pour simplement exister, continuer à vivre. C'est tout aussi important. La première tâche, c'est de reconnaître la réalité du décès. Toute une série d'actes vont t'aider. Les démarches administratives, la célébration des funérailles, les dates importantes, ranger, trier ou donner ses affaires, etc. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir parler. Parler de ce qui s'est passé. C'est très libérateur. Tu peux le faire de différentes façons en même temps. En parler à tes amis, te faire accompagner par quelqu'un, écrire chaque jour, peindre si c'est un de tes moyens d'expression. C'est une façon de sortir du déni, d'intégrer ce qui se passe. Tu dois être capable de raconter ton histoire. Et puis, il faut aussi que tu accueilles tes émotions. Il n'y a aucun moyen de le contourner si tu ne veux pas que ça ait des conséquences graves sur ta vie. Parfois, on a envie de se détourner des émotions qu'on ressent quand on est en deuil, parce qu'on a l'impression que c'est comme un immense trou noir qui va nous aspirer et duquel on ne pourra jamais sortir. On a peur de s'effondrer. En fait, c'est le contraire. Les études montrent qu'exprimer ses émotions pendant un deuil améliore la santé, aussi bien au niveau psychique que physique. Écrire, hurler, pleurer, parler dans son cœur à la personne disparue. Exprimer ses émotions permet de dissoudre peu à peu la souffrance et de retrouver la paix. Et il ne faut pas hésiter à répéter et répéter encore son histoire, ses émotions. On peut avoir l'impression de ne pas avancer, mais c'est faux. Certains parents ne s'autorisent pas à ressentir leurs émotions parce qu'ils veulent d'abord aider leurs enfants et ils se disent qu'ils feront leur deuil plus tard. Mais même si tu as des enfants, c'est indispensable de t'accorder du temps pour ressentir tes émotions et faire ton travail de deuil. Tu aideras beaucoup mieux tes enfants comme ça. Le chagrin peut revenir par moments, même longtemps après. Il s'agit juste de le laisser être tel qu'il est, de continuer à lui faire de la place quand il se présente, sans se dire que c'est pas normal, que ça ne devrait plus te déranger. 2 des tâches du travail du deuil consistent donc à être capable de raconter ton histoire, ce qui revient à reconnaître la réalité du décès de l'être cher, et vivre toutes les émotions que tu traverses suite à sa disparition. Tes émotions peuvent être très chaotiques, puissantes et déconcertantes. La peur, la colère, la détresse, un vécu dépressif, l'impression de devenir fou. C'est important de ne pas les refouler, mais au contraire de les reconnaître et de les accueillir. La 3e tâche, c'est de distinguer ce que tu as le pouvoir de contrôler de ce qui ne dépend pas de toi, et d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler, et de croire en ton pouvoir de contrôler ce qui dépend de toi. Si tu n'acceptes pas le passé tel qu'il est, et c'est vrai pour la mort, tu peux passer le reste de ta vie à essayer de négocier les choses. Ah, si je n'avais pas fait ça. Ah, et si j'avais pris cette autre décision. Et s'il n'avait pas fait ça? Et pourquoi il est mort si tôt? Et pourquoi comme ça? Bien sûr, ça peut être une grosse partie du travail du deuil de réussir à accepter les choses. Et c'est accessible plus ou moins vite. Ça passe par accepter d'abord notre révolte, notre rage, notre culpabilité ou notre frustration, si c'est présent. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on pourrait continuer à faire ça pour l'éternité, et que ça ne changerait rien, et que ça sert juste à perpétuer une douleur inutile. Il y a une pensée qui peut procurer un grand soulagement à certaines personnes à un moment donné. C'est de se dire « Il est mort juste au moment où il devait mourir. Comment est-ce que je peux savoir ça? Eh bien, parce que c'est à ce moment-là qu'il est décédé. »
Ça peut prendre du temps de pouvoir accéder à cette pensée et on ne peut pas forcer le processus, mais on peut tester de temps en temps pour sentir si c'est une pensée qu'on peut croire et qui nous soulage maintenant. Le travail sur tes pensées est important à réaliser à un moment donné parce que si tu écoutes ce podcast régulièrement, tu sais que nos pensées génèrent nos émotions qui conditionnent nos actions et donc nos résultats dans notre vie. Et tu sais aussi que certains schémas de fonctionnement peuvent se mettre en place et devenir automatiques et colorer notre identité d'une façon particulière. Au cours du deuil, à mesure que tu t'en sens capable, à mesure que ça te devient accessible, c'est intéressant de constater quels schémas de fonctionnement sont présents en toi et de vérifier l'effet qu'ils ont sur toi et sur ta vie, et d'explorer quelles pensées alternatives tu es en mesure d'adopter pour te sentir mieux et avoir des résultats plus satisfaisants dans ta vie. La 4e tâche du travail de deuil, c'est de créer une nouvelle relation avec la personne disparue et de préserver sa mémoire. Tu peux honorer la mémoire de l'être aimé en parlant de lui, en mettant en place un rituel aussi. Décider d'un rendez-vous régulier avec toi-même et avec lui, ça peut être très réconfortant. C'est un repère qui offre une structure et une régularité qui te permet de mieux te concentrer sur tes activités en sachant que tu t'accorderas ce moment de dialogue avec lui. Ce moment-là sera l'occasion de lui raconter les événements de ta journée ou de lui dire ce que tu ne lui as jamais dit, l'occasion de pleurer, de te ressourcer, de le garder vivant et de tisser une nouvelle relation avec lui. Tu peux aussi mettre en place des rituels publics, comme une messe de souvenirs, ou un dîner, une marche, un lâcher de ballon avec les proches et les amis, pour célébrer sa mémoire à une date anniversaire. Ou tu peux convenir avec la famille la plus proche de se réunir régulièrement autour d'une bougie, d'une photo de l'être aimé, pour partager sa peine, parler de lui, pleurer ou rire ensemble. Ça permet de tisser de nouveaux liens avec les vivants, de créer plus d'intimité avec eux. Bien sûr, tous ces rituels peuvent évoluer dans le temps, devenir plus discrets au cours du deuil, jusqu'à disparaître parfois sans en nourrir aucune culpabilité. Il ne s'agit pas de s'emprisonner dans un rituel mortifère qui cristalliserait la vie autour de l'être disparu, mais plutôt de favoriser une transition douce entre cet hier où il était physiquement présent et ce demain où on ne le verra plus. Le but est d'aller peu à peu vers une relation pacifiée avec l'être disparu. La relation qu'on avait avec quelqu'un ne disparaît pas à son décès. On peut continuer à avoir une relation très très active avec lui. Je ne parle pas ici d'une relation spirituelle, sur ce sujet tout dépend de ta croyance. Je parle ici des pensées que tu as vis-à-vis de lui. Faire en sorte que cette relation soit apaisée, ça fait partie du travail du deuil. Dépasser l'idée que la relation aurait dû être différente, qu'on aurait dû se comporter comme ceci, ou que la personne disparue aurait dû agir comme ça vis-à-vis de nous. Pardonner et se pardonner. Reconnaître les aspects positifs comme négatifs. Accepter tout ce qui ne pourra être changé. Pour ça, tu peux aussi lui écrire ou imaginer qu'il est devant toi et lui dire ce que tu as à lui dire. Peu à peu, tu peux explorer et affiner les pensées que tu choisis de nourrir le concernant et concernant son décès, qui honore sa mémoire tout en te faisant du bien. Les pensées les plus constructives pour ta vie et celle de tes proches. Quand ta relation avec la personne disparue est harmonisée, il t'arrive d'oublier de penser à lui sans que tu t'en sentes coupable. Tu abandonnes certains rituels. Il est dans ton cœur à tout jamais. La 5e tâche du travail du deuil, c'est de réinvestir sa vie. Il s'agit peu à peu de retrouver une place dans le monde, de recommencer à apprécier les petits plaisirs de la vie. Tu vas aussi, jour après jour, constater de quelle façon ta personnalité s'est enrichie au cours de ce processus de deuil. Tu verras peut-être les choses avec une nouvelle perspective, en ayant pris conscience de ce qui était réellement essentiel pour toi, en relativisant certaines choses. Tu auras peut-être développé de nouveaux savoir-être,
plus d'empathie, d'authenticité ou de courage, une meilleure connexion à toi-même, à tes besoins, plus de maturité, une façon différente d'entrer en relation avec les autres. Tu auras peut-être donné un nouveau sens à ta vie. Le deuil peut ébranler fortement les constructions mentales de ton ego, ce qui est très déroutant, effrayant et épuisant. Mais ce qui peut aussi te donner l'occasion d'établir une plus grande connexion avec ton essence, ton âme, ta nature profonde. Tes anciens schémas, tes anciennes croyances sont parfois balayés, et ça peut être le début d'un cheminement vers une nouvelle vision de ton existence, de nouvelles valeurs, de nouvelles libertés. Bien entendu, si tu es croyant, la religion peut être d'un très grand secours dans la quête de sens qui peut s'engager à l'occasion d'un deuil. Toute forme de spiritualité, de réflexion philosophique, de travail sur toi, au travers d'une psychothérapie, d'un coaching ou de pratiques d'auto-coaching pourront beaucoup t'aider. Le contact avec la nature, la lecture, l'art, le silence, la méditation aussi, peuvent être précieux dans ce cheminement. Ça peut être l'occasion d'ouvrir ton cœur, de sentir en toi cet espace large, paisible et joyeux toujours présent, qui est ton essence. Et ça peut te donner une vision plus claire que jamais de l'être que tu es appelé à devenir, que tu as au fond toujours été, même si tu n'en avais pas conscience. La dernière chose que je voudrais faire aujourd'hui, avant qu'on se quitte, c'est de donner quelques conseils aux personnes qui connaissent quelqu'un en deuil. La première chose que je voudrais te dire, c'est que si ça te met mal à l'aise, c'est parfaitement normal. C'est très déstabilisant de se trouver en présence de quelqu'un qui est ébranlé à un niveau aussi profond. Et puis, la mort, c'est un sujet qui nous fait peur. Et en plus, il est tellement tabou dans notre société qu'on ne sait pas bien comment en parler. Mais tout ça ne doit pas t'amener à fuir le contact avec la personne endeuillée. Elle a besoin de pouvoir parler, de sentir la présence et le soutien de ses proches, même s'ils se montrent un peu maladroits. C'est sûr que quelques conseils sur les maladresses à éviter peuvent aider. C'est ce que je te propose maintenant. D'abord, se garder de tout jugement sur la façon dont la personne vit son deuil et éviter absolument toute réflexion du style « ça fait 1 an quand même, tu devrais passer à autre chose ». Comme on l'a vu avant, le deuil est une expérience éminemment intime et personnelle dont la temporalité varie énormément d'une situation à une autre. Pour la même raison, évite aussi de comparer. Évite de dire que tu sais ce que l'autre ressent parce que tu as vécu la même chose. Même si tu as toi-même vécu un deuil, ton expérience est très personnelle et peut être très éloignée de ce que l'autre vit. Ce qui peut être extrêmement précieux pour la personne endeuillée, c'est que tu l'écoutes, avec empathie et compassion, en la regardant avec attention, avec tendresse, en étant vraiment présent à elle, en essayant de comprendre ce qu'elle ressent, en reformulant ce qu'elle dit pour vérifier que tu as bien compris, en acceptant aussi ces moments de silence, en étant vraiment disposé à entendre avec une intention sincère dans le cœur. C'est important d'avoir à l'esprit qu'elle n'est pas d'une autre planète, qu'elle n'est pas sans ressources, qu'elle est juste blessée et qu'elle traverse ce long processus de cicatrisation. L'idée, ça n'est pas de lui donner des réponses, des conseils, mais plutôt de lui permettre de trouver ses réponses, de mobiliser peu à peu ses propres ressources pour avancer. Il est toujours préférable aussi de demander à la personne ce dont elle a le plus besoin, plutôt que de te faire les questions et les réponses. Donne-lui la possibilité de te dire comment la soutenir. Tu peux lui proposer des choses sans jamais rien lui imposer, en la laissant libre de ses choix. Est-ce que tu veux être seule ou que je vienne ? Veux-tu que je te fasse les courses ? Que je t'apporte un repas ? Veux-tu venir dîner à la maison ? Faire une marche ? Dis-lui de quelle façon tu peux te proposer de l'aider. Et dis-lui aussi si besoin quelles sont tes limites pour pouvoir l'aider dans la durée.
Il vaut mieux que tu tiennes compte aussi de tes propres besoins et limites pour pouvoir l'accompagner longtemps que de te donner à fond et d'abandonner ton soutien parce que tu t'es essoufflé. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Je te laisse sur cette citation de Khalil Gibran. « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. » Si tu penses que cet épisode peut être utile à d'autres, partage à tes amis et partage sur les réseaux sociaux. Et laisse un commentaire sur ta plateforme de podcast. Merci. Si tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine. On étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. À bientôt!